Il est trop fier. Alors Tom, puisque tu veux te lancer dans le journalisme, on t'écoute. Alors, monsieur Eric Lhomme, il y a beaucoup de noms inventés dans vos fantaisies et dans vos... Je peux recommencer ? Oui. Il a oublié sa question. Non, mais il veut la dire le mieux possible. C'est le stress un peu là. Mais tu as raison. Alors, Vas-y. il y a beaucoup de fantaisies dans Nouvelle Sparte et de noms inventés dans vos univers de fantasy. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous créez ces noms pour donner envie aux lecteurs? De quoi vous vous inspirez? Alors on avait utilisé le mot néologisme aussi. Ah ouais, c'est ça que j'ai oublié en fait. Il y a beaucoup de néologismes dans Nouvelle Sparte. C'est ça. Alors, ce sont... en fait, c'est une remarque qui appelle deux réponses. Première réponse, ça sera sur les noms, parce que c'est une vraie question qui peut s'étendre à mes autres livres. Et la deuxième réponse concerne justement les fameux néologismes de Nouvelle Sparte. Alors là, qu'on ne retrouve que dans Nouvelle Sparte. Alors, je sais pas ce que c'est. Du coup, qu'est-ce que c'est que le néologisme? Voilà. Alors, tu vois, dans ces cas-là, petit conseil de futur journaliste, tu dis, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les néologismes? Parce que comme ça, tu donnes l'impression que tu sais ce que c'est et tu rebondis. Vas-y, refais. Alors, vous nous parlez du néologisme, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus dessus, s'il vous plaît? Dans Nouvelle Sparte, je me suis amusé à jouer beaucoup avec l'écriture et avec la langue. Et c'est un livre qui se déroule dans le futur. Et j'ai essayé d'imaginer comment pouvaient parler des jeunes dans un futur marqué par une apocalypse qui avait précédé. Et j'ai inventé des mots. Par exemple, le verbe s'asseoir. Alors, quand on s'assoit, voilà, je suis là, je suis debout, hop, je m'assois. Et alors, est-ce qu'il existe un mot pour définir ceci? Je suis comme ça. On s'affale. Voilà. Et bien, j'ai inventé le mot s'assoiffaler. Voilà. Je m'assois en m'affalant, en fait. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et si un autre exemple, c'est je suis là et voilà, je suis en train de réfléchir, de penser, mais visiblement ça n'a pas l'air très joyeux dans ma tête. Alors j'ai inventé un verbe, c'est je triste pense. Voilà, par exemple. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai pas été le seul à trouver ça intéressant, puisque 2-3 fois j'ai rencontré des classes de lycée autour de Nouvelle Sparte, et les élèves m'ont proposé des créations, des néologismes qu'ils avaient inventés pour définir des situations ou des actions qui pour eux n'étaient pas assez bien définies. Voilà. Et maintenant, pour revenir aux noms de personnages, il y a deux catégories de noms. Il y a des noms que mes personnages choisissent eux-mêmes. Alors, ça peut paraître étrange, mais je commence, quand j'invente un personnage, je réfléchis à leur aspect, je pense un petit peu à leur caractère, etc. Et puis après, hop, j'ai un nom qui apparaît. Par exemple, ah ben tiens, elle s'appelle Claire. Elle s'appelle Morgane, voilà. Et après, il y a des noms qu'on ne peut pas inventer. Par exemple, dans Les Maîtres des Brisants, le maître d'équipage du vaisseau spatial s'appelle Rimor Ersildur. Alors ça, on ne peut pas se dire, tiens, lui, il s'appelle Ersildur. Non, ça n'existe pas. Là, je l'ai vraiment inventé. Et comment je l'ai trouvé? Eh bien, j'ai un petit carnet dans lequel je note des futurs noms de personnages, quand ça me paraît trop bizarre. Exemple, un jour, j'étais malade et j'ai pris des médicaments que m'avait prescrit le médecin. Et je regarde sur la boîte
et c'était marqué Ercildur. Je me suis dit, tiens, c'est pas un nom de médicament, ça, c'est un nom de personnage. Et donc je note dans mon carnet Ercildur. Et puis un jour, je me suis dit, ah bah tiens, voilà, je vais mettre ce nom à ce personnage-là, etc. Voilà comment tout se passe. Ah, pour le coup, Ercildur, on dirait vraiment un personnage de Tolkien, on dirait. Aussi, Ouais. oui. D'ailleurs, puisqu'on parle de Tolkien, alors c'est pas forcément une référence qui parle à tous, mais quand j'ai relu le Livre des Étoiles en sachant que vous veniez, j'ai cru sentir une influence, c'est vrai, où je l'ai imaginé, notamment toute la scène dans le palais des Corrigans, où je me suis revu avec Gollum en train de jouer aux devinettes. Alors, souvent on me demande, est-ce que vous vous êtes inspiré de Harry Potter pour écrire le Livre des Étoiles ? Et ma réponse est toujours la même, puisque c'est la vérité. Je ne me suis pas inspiré de Harry Potter pour le Livre des Étoiles. Harry Potter m'a donné envie d'écrire le Livre des Étoiles. Et c'est deux choses très différentes, s'inspirer d'eux et avoir l'envie d'eux. Et je réponds toujours, par contre, ce qui m'inspire davantage, c'est le Seigneur des Anneaux, forcément. Parce que le Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu, je dirais pas la Bible de l'amateur de fantasy, mais c'est celui qui a un petit peu donné les codes du genre de la fantasy. Et d'ailleurs, je rends hommage explicitement, c'est-à-dire je rends hommage sans me cacher dans le Livre des Étoiles à Tolkien, puisqu'il y a des orques qui apparaissent. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse la scène. Kabou. Merci Tom. C'était pas mal, c'était pas mal. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de Masca? Comment vous le percevez aujourd'hui par rapport à 2019, pandémie, guerre? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire Masca? Alors, Masca, donc, je rappelle, hein, c'est l'acronyme de Manuel de survie en cas d'apocalypse. Moi, j'adore, on a parlé de mes voyages tout à l'heure, etc. Moi, j'adore prendre mon sac à dos, partir plusieurs jours marcher dans la montagne, dans la forêt, bivouaquer, allumer, faire des feux, faire ma cuisine, monter mon petit camp, ce qu'on appelle le trappisme en fait, comme les trappeurs. Et ça j'adore. Et je me dis, j'aimerais bien écrire un livre un petit peu là-dessus, un petit peu avec un jeune, mais qui lui serait obligé de faire ça, voir comment il se débrouillerait dans la nature pour survivre aux difficultés, avec un vrai objectif, hein, qui pourrait être celui de retrouver ses parents, parce qu'il faut un objectif très fort pour survivre dans une situation difficile. Et voilà, et c'est parti de ça. Et je me suis dit, ce qui serait vraiment bien, ce serait que ce soit un livre qui soit totalement illustré. Mon personnage va raconter son aventure, mais comme il dessine aussi, puisqu'il veut être mangaka plus tard, il va gribouiller dans son carnet d'aventure plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai contacté une amie, Héloïse Scherer, et je lui ai dit, écoute, j'aimerais te proposer un projet, mais je vais te demander de dessiner ce que tu n'as pas du tout l'habitude de dessiner. Parce qu'Héloïse Scherer, elle fait des dessins qui sont très beaux, presque comme des peintures, presque comme des tableaux, c'est magnifique. Et là je lui ai dit, moi je m'en moque de tes dessins super bien dessinés, moi je veux des croquis. Je veux que ce soit un jeune qui dans son carnet fasse des croquis. Elle m'a dit, écoute, d'accord, je te fais des essais. Et puis elle m'a fait des essais, et j'ai dit, écoute, c'est génial, je te prends dans le projet, t'embarque dans l'aventure. Et dit, en plus, c'est super original, tu as utilisé de l'orange, du noir, enfin voilà. Et elle m'a dit, oui, mais j'ai pas fait exprès. Elle m'a dit, j'ai fait ça parce que quand je suis parti en week-end, quand tu m'as demandé de faire les croquis, j'avais emporté qu'un crayon orange. Voilà. En fait, voilà, ça donne des choses comme ça à l'intérieur. Je vous le ferai passer. Et
Et donc, on retrouve beaucoup de dessins dans ce manuel, parce qu'il raconte aussi bien, mon héros de fiction raconte aussi bien avec les mots qu'avec les dessins. Et tout ce que Justin vit là-dedans, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai mis quelques fiches techniques, les fiches techniques de Justin. Par exemple, pour les principes élémentaires de survie. Par exemple, comment faire un feu. Ça peut paraître tout bête. Vous savez sûrement faire un feu. Mais quand je rencontre des classes de petits Parisiens, je vous garantis qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Est-ce que vous savez faire du feu? Oui. Non, mais sans allumettes et sans allume-feu pour le barbecue, je veux dire. Oui, fabriqué. Enfin, déjà, mais déjà avec des allumettes, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Parce que, une petite anecdote qui peut paraître idiote, mais avec les nouveaux systèmes de cuisson, les plaques à induction, etc., beaucoup de jeunes ne font plus le lien entre la flamme et le fait de chauffer quelque chose. Tant qu'il y avait les cuisinières à gaz, par exemple, on voyait quand même la flamme, on voyait que ça chauffait les casseroles et tout ça, mais avec les systèmes électriques, c'est des lumières qui chauffent, etc. Donc beaucoup oublient que c'est la flamme, au départ, depuis des centaines de milliers d'années, qui éclaire, qui chauffe et qui réchauffe. Donc, savoir allumer un feu, même avec des allumettes, même avec un briquet, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais il y a aussi des fiches sur que faire en cas de rencontre avec un chien agressif, comment trouver le nord sans boussole, le jour et la nuit. Voilà, il y a toute une série de fiches techniques. Je me suis même amusé à mettre le code Morse. Vous savez ce que c'est le code Morse ? C'est comme ça qu'on communiquait à distance avant le téléphone. On allait voir des opérateurs qui avaient, vous avez sûrement vu ça dans des films, un petit truc comme ça qui faisait ta des petits trucs comme ça. Ça c'est le Morse. Et alors pourquoi j'ai mis le code Morse? Parce que c'est un clin d'œil à mon... Quand j'étais au collège, avec mes deux meilleurs potes, on avait mis au point, on s'était dit, tiens, on veut communiquer, le faites pas, fermez les oreilles, on va communiquer pendant la classe, à l'insu de tout le monde, parce qu'on n'était pas aux mêmes endroits, et donc on avait appris le code Morse. Et on faisait comme ça, puis l'autre ici, il essayait de noter, etc. Voilà. Donc à l'époque, on se débrouillait très bien en code Morse. Un peu moins, j'ai perdu un peu au niveau de la pratique. Voilà, il y a tout. Je me suis amusé à faire ça en me disant c'est un amusement, c'est une fiction, mais c'est aussi quelque chose qui peut être utile, qui peut servir, qui peut, si le lecteur retient deux, trois choses de ce manuel, et qu'un jour, par hasard, il se retrouve dans une situation où ça peut lui servir, il me dit j'aurais peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Voilà. Et en dehors du fait que j'ai eu grand plaisir à l'écrire et puis à travailler avec l'illustratrice Héloïse. Et donc c'est sorti en 2019 effectivement. Et puis peu de temps après, il y a eu il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, mais je pense que il n'y a pas de vrai lien, évidemment, je n'ai pas anticipé quoi que ce soit, mais même la situation du Covid, c'est un peu l'inverse de celle du manuel de survie, puisqu'on demandait à tout le monde de rester chez soi. Donc, voilà. Donc je pense que c'est assez intemporel comme situation, comme manuel.
on va Oui, dire. ça rappelle les manuels des castors du Nord. Exactement, exactement. À une époque, il y avait plus de scoutisme dans la société. C'est des choses comme ça aussi, ou Copains des Bois, les manuels qui permettaient de se sortir de tout ça. Et alors c'est un livre, je suis très content, qui a eu l'année dernière, parce qu'il a mis longtemps à se faire un petit peu connaître, justement parce que les librairies ont été fermées longtemps, etc. Et l'année dernière, en 2021, il a reçu pas mal de petits prix décernés par des élèves, en fait, qui ont bien aimé. Et alors du coup, quelle était votre méthode de travail avec l'illustratrice? Parce qu'on imagine que c'est un travail très différent que de juste avoir le texte. Oui, en fait, je lui ai donné mes chapitres. Et puis, elle a fait vraiment ce qu'elle voulait. Et après, elle m'a envoyé ses dessins, je reprenais mon texte et je corrigeais mon texte en fonction de ses dessins. Pour pas que dans le texte et les dessins, on retrouve deux fois la même chose. Il fallait que les dessins viennent compléter le texte et pas que ça soit une répétition de ça. Elle a été aussi force de proposition, puisqu'elle a apporté un personnage qui n'était pas prévu, celle du vieux chien pourri. Mon personnage retrouve dans la forêt un vieux chien abandonné qui s'attache à lui, et puis ils vivent leurs aventures ensemble. Et c'est quelque chose de vraiment... qui apporte vraiment un plus. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'animaux dans vos récits. Non, c'est vrai. C'est vrai. Pas quelque chose auquel je pense, à laquelle je pense tout de suite. Et puisqu'on parle de travail de collaboration, alors il y a Série A comme association dont on a parlé tout à l'heure. Et c'était le même processus pour travailler avec Pierre Bottero? C'était le même genre d'échange, même si c'était pas sur de l'illustration? C'était un échange un peu différent, puisqu'on écrivait chacun nos livres. Mais le principe, c'était que on a chacun, dans cette série, il y a comme association, chacun un personnage. Moi, mon personnage, c'est Jasper. Le personnage de Pierre, c'est Ombe. Et Ombe et Jasper, qui travaillent pour la même association, vivent des aventures séparées, mais se retrouvent parfois. Et donc, à chaque fois qu'ils se retrouvent, on voit dans mon livre et dans celui de Pierre le même moment vu d'un côté et vu de l'autre. Et c'est rarement la même impression. Par exemple, à un moment donné, Jasper a 16 ans, Ombe a 17 ans. Jasper dit « Ah, il y a Ombe qui est là, ça y est, cette fois j'en suis sûr, elle est folle de moi, etc. » Et quand on va voir dans le livre de Pierre, il y a Ombe qui dit « Oh là là, encore ce boulet, comment je vais faire pour m'en débarrasser, etc. etc. » Et puis après, évidemment, ça évolue, mais c'est deux points de vue différents. Et en fait, c'était un petit peu la course avec Pierre pour savoir qui allait écrire la scène en premier, la scène où ils se rencontraient en premier, parce que l'autre était obligé de reprendre la scène inventée par l'autre, mais en la voyant de l'autre côté. Voilà. Donc l'idée, c'était de piéger son petit camarade en Exactement. Et j'ai un souvenir génial avec Pierre, pour montrer comment on fonctionne différemment. Pierre, c'est vraiment un jardinier, Pierre Bottero, mais qui a été obligé, pour le coup, de travailler un petit peu comme un architecte. Mais il gardait quand même toutes ses habitudes de jardinier. Et à un moment donné, alors, dans la série, mon personnage Jasper, c'est quelqu'un qui pratique de la magie. Il pratique la magie avec la magie des elfes, avec des pierres, des herbes, enfin plein de choses, des formules magiques. Et c'est là-dessus que l'anecdote est amusante, pour montrer vraiment la différence. Pierre, il m'appelle et il me dit « Bon, alors là, Ombe, elle a dû faire de la magie, mais elle est nulle en magie. » C'est un caractère de son personnage. Elle est bagarreuse, Ombe. Elle est incassable, ça aide. Et je te lis le truc, et puis tu me dis si ça passe, si on est dans le ton et tout ça. Puis il me sort son truc. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Il dit, bah, c'est la magie, quoi.
comme tu fais, avec des mots, machin. Enfin, je dis, mais c'est totalement nul ce que tu as fait. Il fait, comment ça, c'est nul? Je dis, bah oui, moi je mets pas des mots comme ça. Moi, quand mon personnage fait de la magie, c'est du vrai elfique. Alors, il me dit, mais comment ça, du vrai elfique? Je dis, bah oui, pour faire de la magie elfique, j'ai appris l'elfique. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et je dis, bah oui, Tolkien, une fois de plus, l'auteur du Seigneur des Anneaux, a inventé plusieurs langues, et notamment l'elfique, et il a fait une grammaire et un dictionnaire de langue elfique que j'ai acheté et avec lesquels je construisais mes formules magiques. Et alors je lui explique tout ça. Et alors là, il y a un grand blanc au téléphone. Et puis après, il me dit, Eric, tu sais que tu es un grand malade. Voilà. Et parce que pour lui, ça lui paraissait totalement improbable de passer autant de temps à préparer quelque chose qui sert à rien. Parce que personne, que je dise n'importe quoi ou que je mette du vrai elfique, tout le monde s'en moque en fait. C'est comme ça. Mais moi, ça me fait partie des choses qui m'amusent. En fait, passer un temps fou à construire mes formules magiques, autant qu'à raconter mon histoire. Et là où Pierre avait tort, c'est que j'ai quand même reçu 5 lettres de gens éparpillés dans toute la France. 5 lettres transmises par mon éditeur qui me disaient « c'est la première fois qu'on lit un livre avec un elfique sans trop de fautes. » Donc j'en ai déduit qu'il y a au moins 5 personnes en France qui étaient beaucoup plus malades que moi, hein, et qui, eux, maîtrisaient complètement l'elfique de Tolkien. Et donc j'ai bien fait de ne pas écrire n'importe quoi, voilà, finalement. Dans le livre des étoiles, il y a tout cet alphabet aussi. Ça, ce sont les runes. C'est un alphabet tiré des runes, que Tolkien utilise aussi, d'ailleurs. Il en fait l'écriture des nains. Et les runes, c'est un alphabet qui a vraiment existé. C'est l'alphabet utilisé par les Vikings. Ça vous parle peut-être plus. Et c'était un alphabet qui était magique au départ, puisqu'il servait à essayer de deviner l'avenir. L'alphabet runique était écrit sur des bâtonnets de bois, jetés sur une table, comme ça, et ensuite interprété. On essayait de deviner l'avenir en fonction des runes qui étaient sorties et tout ça. Donc moi j'ai repris les runes de l'époque, et puis après j'ai fait mon travail d'imaginaire et d'imagination en inventant des significations et des possibilités de magie à partir de ça. Le 4e tome du livre des étoiles est devenu une suite officielle alors que c'est un autre auteur, Jimmy Blin, qui l'a écrit. Quel effet cela vous fait de voir votre univers approprié par quelqu'un d'autre que vous? Alors, comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure devant la fresque magnifique, c'est évidemment avec mon accord que ce livre est sorti. Je vous parlais tout à l'heure du droit moral de l'auteur, qui est compris à l'intérieur du livre, qui inclut toute l'histoire. Et donc, rien n'aurait pu se faire si je n'avais pas dit oui. Et pourquoi j'ai dit oui? J'ai dit oui parce que Jimmy, dans son 4e tome, à la fois est très fidèle et très respectueux de mon univers, donc ça j'ai vraiment apprécié, c'est quelque chose de très agréable de voir que c'est quelqu'un qui est très connaisseur de son propre univers et qui en plus le rend fidèlement, mais en plus de ça, il a un petit côté original, il a apporté sa patte, Je vais te l'apporter. Ouais, je peux le prendre, je suis désolé d'avoir fait bouger tout le monde. Voilà, ça c'est le 4e tome, voilà, et donc la réédition en intégrale il y a 3 tomes là-dedans, je vous rassure, là il n'y en a qu'un, la réédition de mon livre des étoiles, et ça donc le 4e tome. D'ailleurs vous pouvez voir
Jimmy Blin d'après l'œuvre de Eric Lhomme. Voilà, je reste le propriétaire, entre guillemets, de l'univers, le maître de l'univers. Et donc, il a à la fois réussi à être fidèle à mes personnages, à tout cet univers, et il a apporté sa touche personnelle qui contient sa propre originalité. Et alors là, c'est un mini scoop, mais si les lecteurs sont suffisamment, disons, valides, achètent, lisent suffisamment le tome 4, il est prévu un tome 5 et un tome 6 pour faire une deuxième trilogie qui réponde à la première trilogie. Donc, cette fois-ci, ce sera vous Ah non, c'est toujours toujours Jimmy. Non, moi j'ai passé la main, là je suis passé à autre chose en fait. Voilà. C'est un peu comme Uderzo et Goscinny, finalement, il y a une continuité. Oui, mais transmission. c'est pas eux qui ont choisi. Non, c'est vrai. C'est leurs ayants droit. Et on peut s'interroger sur la motivation des ayants droit. Est-ce qu'ils veulent perpétuer l'œuvre ou est-ce qu'ils veulent continuer à faire rentrer des sous? Voilà. Là, ça veut dire que sur le tome 4, vous n'êtes pas intervenu du tout. Pas du tout. Absolument. Il l'a présenté, le manuscrit. Oui. Voilà, il l'a retravaillé avec les éditeurs de chez Gallimard, mais sans que j'ai... c'est vraiment une œuvre à part entière. Une fois que j'ai validé, et on m'a fait relire évidemment le bon à tirer, ça s'appelle le BAT, c'est le manuscrit juste avant qu'il soit envoyé chez l'imprimeur. Juste, je pouvais encore apporter des modifications si moi j'étais pas d'accord avec des éléments appartenant au droit moral de l'univers. Voilà. Alors moi j'ai une question sur justement les langages, les fics, les runes. Auriez-vous pour ambition, dans un avenir proche ou lointain, de créer un dictionnaire d'un langage, mais intégralement inventé par vous? Non. Non, parce que je suis très mauvais en langue, en fait. Voilà. Pourtant, j'ai appris une langue quand j'étais dans les montagnes du nord du Pakistan pour pouvoir communiquer avec les gens. J'ai dû apprendre leur langue, mais j'ai pas mal galéré. Et puis, j'étais poussé par l'obligation. Mais ça m'a demandé des efforts parce que justement, je ne suis pas très bon en langue. Je parle l'anglais des voyageurs, l'espagnol des voyageurs. Ça ne veut pas dire que je suis capable de tenir une vraie conversation avec des gens, quoi. D'ailleurs, quand je l'ai su très vite, que je n'étais pas tellement fait pour les langues, en tout cas les langues utiles. Enfin, je passais beaucoup de temps dans l'inutile, dans ma vie finalement, puisque au baccalauréat, j'ai présenté le latin et le provençal. Voilà. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup plus que l'allemand par exemple. Vous avez donc votre projet de bande dessinée, mais est-ce que vous pensez à un roman et est-ce que vous avez envie d'écrire pour la jeunesse ou vous avez envie d'écrire pour les adultes cette fois-ci? Alors là, donc aujourd'hui sort mon 3e livre pour les adultes. J'en ai un autre qui est écrit pareil pour les adultes, mais qui ne sortira qu'en janvier prochain, parce qu'avec le Covid, le programme des éditeurs s'est décalé effroyablement dans le temps. J'ai envie d'écrire un nouveau roman pour la jeunesse, mais je ne sais pas quand. C'est une histoire de temps, c'est une histoire de... Là, j'ai un peu triché en me lançant dans cette bande dessinée jeunesse. Ça reste un projet jeunesse, mais c'est autre chose qui me plaît bien parce que je ne l'ai encore jamais fait. Tout continue à m'intéresser, il faut juste que je trouve le temps et l'énergie. Pas les idées, je les ai, mais le temps et l'énergie. Alors j'écris une histoire qui m'intéresse, que j'aimerais lire forcément. Mais oui, quand j'écris pour la jeunesse, je n'écris pas de la même manière que pour les adultes. Déjà, ce qui change tout, c'est les héros. Quand j'écris pour la jeunesse, mes héros sont jeunes. C'est des adolescents ou des enfants, selon
les romans. Et quand j'écris pour les adultes, ce sont des adultes en fait. Et du coup, c'est comme ça que moi j'arrive à définir le... Je pense qu'on peut dire exactement la même chose à des jeunes, à des ados qu'à des adultes, mais on ne le dit pas de la même façon. Pour moi, c'est ça. Et ce qui me sert de grille pour savoir comment dire les choses, c'est l'âge de mes héros. Un héros qui a 14 ans, eh ben, je vais raconter des choses, même parfois très dures, mais à travers le regard de quelqu'un qui a 14 ans. Et même, je peux décrire la même situation à travers le regard de quelqu'un qui en a 40, mais ce ne sera pas le même ressenti, pas la même manière de l'exprimer, pas le... Voilà. Et question un peu naïve, qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Eh bien, les deux, c'est très différent. Très différent parce que quand j'écris pour les jeunes, je suis de leur côté. C'est-à-dire que vraiment, je me sens une responsabilité. Je ne dis pas n'importe quoi. Et j'essaye à travers mon histoire, de leur apporter quelque chose qui va peut-être les aider à grandir, à dépasser des épreuves qu'ils vivent personnellement, j'en sais rien. Quand j'écris pour les adultes, c'est l'inverse. J'essaye de les cogner quelque part. J'essaye de leur dire, vous avez ces certitudes-là, et ben moi je vous propose autre chose. En fait. Alors que quand on est adolescent, on n'a pas ces certitudes-là, on se construit. Donc on n'a pas besoin d'être démoli. On est assez démoli par la vie. On n'a pas besoin d'être démoli par des histoires. Alors que je pense que c'est salutaire chez les adultes. Voilà. Et donc voilà, c'est deux façons différentes de raconter des histoires. Mais le plaisir est le même. Ben, ça reste raconter des histoires et ça reste le maniement des mots.